Écoute, Marc-Christian, merci. Vous avez compris le ton de la discussion. Ce sera une discussion, on va demander beaucoup de vos inputs. On ne veut pas juste des gens qui nous écoutent. On va attendre en fait des réactions. Et avec le sujet, vous doutez bien, un photographe, donc on va parler d'image, on va parler de technologie, puis assez rapidement, et puis surtout, il y en a un parmi nous, on va parler de droit et de business. Donc, moi, je suis aussi dans le droit, mais dans la fiscalité, c'est important, mais ce n'est pas le sujet du jour. Je vais juste m'amuser à écouter nos spécialistes, qui est effectivement Monsieur Fabrice, Monsieur Denis et Monsieur Marc-Christian. On n'a pas de nom de famille. Non. Parce que c'est à vous après de maintenant dire qu'est-ce que vous faites, Fabrice? Alors moi, Fabrice Rabi, je dirige la société, le studio Le Truc, donc qui est un studio de création de films et images en images de synthèse, avec une spécialité dans l'horlogerie. Donc je fais ce métier-là depuis plus de 20 ans. On était les tout premiers à faire les films 3D en horloger qu'on voit beaucoup aujourd'hui. Et donc, évidemment, l'IA, aujourd'hui, on est basé à Genève et à Paris. On est une équipe d'une trentaine de personnes. Évidemment, l'IA se pose, nous amène des outils aujourd'hui dans la fabrication, mais il y a aussi alors on en parlera après peut-être sur le rapport avec le client aujourd'hui. Je ne vais pas en parler tout de suite, je vais laisser Denis se présenter. Mais pour nous, c'est un vrai sujet, l'IA, à différents niveaux. Bonjour. Donc, moi, c'est Denis Ayoun, photographe et vidéaste horloger. Studio Diode, ça fait aussi une vingtaine d'années qu'on produit des images et des films pour l'industrie. Et je vais vous présenter Marc-Christian Perronnet. Pas grand-chose à dire. Bonjour, Marc-Christian Perronnet. Alors moi, je suis avocat en propriété intellectuelle et je travaille, c'est vrai, depuis 20 ans, quasiment exclusivement pour l'industrie horlogère. Donc voilà. Et t'es vivant. Et je suis un être vivant. Et à part ça, tu parlais de droit tout à l'heure, mais c'est vrai que l'intelligence artificielle, c'est aussi un sujet pour nous. Les avocats. Après, où est-ce que ça commence, où est-ce que ça s'arrête? Déjà, je pense que ça commence au moins avec Word, parce que c'est vrai que Word est venu apporter quelque chose d'assez extraordinaire dans la rédaction des contrats. C'est il n'y a pas si longtemps. Voilà. Maintenant, Tiane, tu peux nous lancer, bien sûr. Monsieur a parlé de passeport, de traçabilité, d'authenticité. Alors, puisqu'on on parle très vite dans tout ce qui est ingénierie, et puis effectivement images, droit, etc., un de mes clients, justement, il a fait fortune dans aller chercher les données qui existent dans l'espace public. Alors, il y a beaucoup de débats là-dessus, et vous êtes les premiers à utiliser l'image, à créer, voire même, on va chercher vos images, et puis après, vous êtes défendu par Marc-Christian, ou pas d'ailleurs. Mais on n'a pas les moyens, franchement. C'est sûr. On ne peut pas se défendre. Les artisans. Alors, commençons par la réalité. Je comprends, Denis, que vous créez les vraies images. Oui. Donc, commençons par la réalité, puis au fur et à mesure, on va naviguer vers... Mais en fait, il y a deux problématiques. La première, c'est qu'on est dans l'industrie horlogère. Donc, il y a la partie création d'images, c'est autour du produit, puis il y a la partie reproduction du produit, qui, elle, doit être extrêmement conforme. Et avec cette double problématique, la place de l'IA, elle est relativement restreinte, parce que l'IA, pour la reproduction de produits, c'est quand même compliqué. Par contre, pour la création d'environnement autour du produit, ça ouvre des portes. Mais ça en ferme d'autres, parce que la difficulté, ça va être de faire la ligne entre ce qui nous appartient et ce qui ne nous appartient pas, et reproduire des choses sans le consentement ou sans être sûr à quel point c'est proche ou pas d'une source. Ça crée un problème juridique pour n'importe quelle marque. Donc, moi, je n'utilise pas l'IA dans ce sens-là. Si ce n'est pour présenter des projets. Si on fait de l'illustration, il n'y a pas de souci, mais en termes d'utilisation dans l'espace public d'images, ça me semble super risqué. Mais votre image que vous-même peut-être souhaitez modifier avec l'IA ou quelqu'un d'autre modifier avec l'IA, est-ce que vous arrivez justement à tracer depuis vous, le créateur, jusqu'à quelqu'un qui le modifie, et comment est-ce que vous arrivez justement à tracer ça? On ne pourra pas. On ne peut pas, puisqu'il s'agit de prendre des éléments et de recréer à partir de ces éléments. C'est très difficile de dire ça vient de chez moi. Mais ça pourrait être une copie conforme, littéralement. Avec un effet tunnel, ça pourrait se ressembler de plus en plus, puis que ce soit un mélange qui soit reconnaissable.
Et en fait, il y a un moment donné où l'IA va devoir se positionner par rapport à ça en termes juridiques. Il va y avoir des attaques, il va y avoir... Il y a une sorte de consortium de Intel, Adobe qui sont en train de créer une sorte de label ou en tout cas un watermark qui permet d'avoir une traçabilité, qui va permettre d'avoir une traçabilité sur... maintenant, dans Adobe, on peut utiliser de l'IA ou pas, mais si on utilise de l'IA, ça va mettre un watermark sur l'image et qui va suivre le produit. Oui, d'ailleurs, Leica, il y a un consortium qui a aussi créé un label qui permet de montrer les modifications qui ont été faites sur une prise de vue. Donc, c'est lié à un appareil photo et vous avez un code qui est lié à votre image et qui permet de voir quelles sont les modifications qui ont été apportées aux images. Donc, clairement, il y a une volonté de pouvoir tracer, mais c'est plus pour du photojournalisme. Pour l'IA, on rentre dans un domaine où on n'arrivera jamais à savoir d'où proviennent les images qui ont été utilisées par Midjourney ou par un autre système d'IA pour créer une nouvelle image. Je vais être un peu provocatrice, puisque justement, lui, il a parlé de Word et on sait que Copilot est né, en tout cas maintenant mis à large échelle, et vous travaillez justement sur votre ordinateur, vous créez des images qui vous appartiennent, qui a des watermarks, mais en fait, chaque personne qui maintenant travaille à la maison et puis crée son image, est-ce que du coup, on est tous des créateurs, et comment est-ce que vous vous différenciez par rapport à monsieur, madame, tout le monde, par rapport à cette création que vous faites? Ça, c'est une grande question. Est-ce que la personne qui tape un prompt a créé l'image? Est-ce que c'est lui qui a créé l'image ou est-ce que c'est le logiciel qui a créé l'image? Alors, nous, on fait des images en 3D depuis longtemps. Les images qu'on fait en 3D, on a un contrôle parfait sur l'image. C'est-à-dire qu'on contrôle absolument tous les aspects de l'image. On va modéliser la pièce, on va bouger notre éclairage comme on veut, on va animer, etc. Aujourd'hui, en IA, on n'a pas un contrôle absolu. Donc, qui est le créateur? Est-ce que, pour moi, la paternité, la création, elle vient du contrôle de ce qu'on fait. Et il y a un aléatoire très important dans l'IA aujourd'hui qui fait que, pour moi, la question de créateur est pas nette. Oui, mais on peut quand même se poser la question, lorsque nous, on crée à partir d'autres choses qu'on voit, d'autres sources d'inspiration, d'une certaine façon, on agit de la même manière. C'est-à-dire qu'on a des repères à droite, à gauche, et on fait quelque chose... On s'inspire. On s'inspire. Donc, on peut aussi se poser la question, est-ce que l'IA, d'une certaine façon, s'inspire pas des images des autres pour en créer une autre? C'est juste que l'IA nous propose des choses. Absolument. Aujourd'hui, l'IA propose des X versions d'un prompt, et puis on va choisir là-dedans. Mais ce qui est intéressant, on va améliorer notre prompt, etc. Mais ce n'est pas quelque chose dont on a un contrôle absolu. Et vis-à-vis du client, aujourd'hui, qui nous commande une image, si on génère une image en IA, il va nous demander des modifications qui vont être très difficiles à apporter parce qu'on n'a pas ce contrôle sur l'image. Oui, mais alors au-delà de ça, celui qui crée le prompt, celui qui fait le prompt et qui va appeler la création d'une image, la problématique, c'est pas comme nous qui regardons un sujet, qui regardons un produit, qui disons bon, ça m'inspire, mais moi ce que je veux c'est faire ça. Celui qui crée le prompt, il sait même pas quelle est l'image de référence parce qu'il l'a pas. Donc il reçoit un résultat sans savoir en quoi il est proche ou loin d'une source dont s'est inspiré l'IA qui allait le créer. Donc en quoi il est réellement créateur de son contenu, c'est une vraie question. Il est initiateur parce qu'il a appuyé sur un bouton. C'est pas lui qui a créé le système, il ne sait même pas sur quoi ce système est basé. Donc, j'ai quand même des doutes quant à la paternité de la création. Il faut quand même avoir une volonté pour créer, il faut avoir une inspiration, mais il faut une volonté, il faut une maîtrise. C'est deux choses qui manquent à celui qui crée un prompt. Il a créé une phrase. Et la paternité, du coup, si on vient maintenant vers les droits qu'on a, on a la paternité sur le prompt, c'est-à-dire l'input, ou on a la paternité sur l'output? On a la responsabilité sur l'output. C'est sûr. C'est sûr. Alors la paternité, je ne sais pas. Tu parlais tout à l'heure de bases de données, d'éléments qui sont cherchés par ces machines, qui apprennent, qui se nourrissent. Alors déjà, il y a cette problématique input. Où est-ce qu'ils utilisent quelles images, où sont prises ces images? On a l'impression qu'en tout cas, ils ne savent pas du tout d'où viennent ces images, globalement. Tu parlais de ton client qui voulait récupérer des informations, des données sur Internet, entre guillemets, domaine public.
Déjà, il y a un problème. Voilà. Est-ce que Internet, c'est le domaine public? Oui et non. Il y a des choses, oui, il y a des choses, mais il y a des choses qui ne sont pas forcément libres, déjà. Premier problème. Et puis, il y a un autre problème dont vous avez tous entendu parler dernièrement, c'est la problématique de la protection des données personnelles. C'est qu'au milieu de ces données, et évidemment de ces images, il y a des données personnelles. Il y a droit d'auteur aussi. Ça, voilà, évidemment. Donc voilà, déjà, il y a ces éléments très problématiques. Il y a des solutions. Là, j'ai découvert aujourd'hui, grâce à Fabrice, tu as bien fait de venir, watermark numériques qui permettront peut-être en tout cas, de sourcer les origines des images de base. Et je pense que ce sera intéressant. Mais il va falloir faire un travail colossal de re-watermarking de ces images, j'imagine. Alors pour le futur, c'est bien. Pour le passé, il faudra voir. Parce que le droit d'auteur, c'est long. Hein, c'est 70 ans après la mort de l'auteur. Donc ça peut être très très long. D'ailleurs, souvent, les contrefacteurs, entre guillemets, le découvrent à leurs dépens. Parce qu'ils imaginent que finalement, il y a des choses qui sont dans le domaine public parce que l'auteur est mort. Mais en fait, il a quand même des ayants droit. Et ces ayants droit, et ils ont le bénéfice de ces droits pendant 70 ans. Input, output, et ben voilà, l'image qui va être générée de manière effectivement un peu sans contrôle, sans maîtrise. J'ai fait l'exercice sur l'image du talk. On n'est pas capable finalement de dire si elle va violer ou non un droit, en fait. C'est tout à fait possible. Ce qui pourrait arriver d'ailleurs à un artiste. Je suis un artiste. Je crée une œuvre parce que voilà, je vois plein de choses, mais je vois aussi des choses qui sont protégées. Et à un moment donné, en tant qu'humain, je me retrouve dans une situation où peut-être j'ai contrefait les droits déjà de quelqu'un. Et en matière de jurisprudence, comment c'est jugé? C'est l'impression d'ensemble. Pas facile. Voilà. Et à la fin, c'est un humain qui décide. C'est-à-dire, c'est un humain, c'est un juge. Et Pour le l'instant. juge, Pour l'instant. Voilà, C'est là où l'IA va être intéressant. Quand ils seront tous entre eux, là, les ordinateurs, on verra ce qu'ils bricolent. C'est peut-être là qu'ils sont bien. Alors peut-être qu'ils sont pas mal. C'est là qu'on devrait mettre de l'IA en fait. Ils essayent. Hein. Je crois qu'il y a le premier procès, d'ailleurs c'est sur les brevets, où c'était une IA qui jugeait. Voilà. Bon. Non, mais la question, c'est qu'est-ce qu'on devrait attendre en fait de l'IA? Pourquoi mettre de l'IA dans l'industrie horlogère, dans la création d'images ou de 3D ou de photos ou de vidéos? Pourquoi est-ce qu'on ne confie pas ça à quelqu'un qui connaît en fait la marque on n'a pas de contrôle là-dessus. C'est-à-dire que c'est tellement arrivé comme ça dans l'espace. Et donc ça questionne évidemment tous nos... Il y a beaucoup de nos clients qui nous demandent est-ce qu'on ne peut pas faire ça en IA? Mais la question sous-jacente, c'est est-ce qu'on ne peut pas faire ça moins cher? Bah oui. En fait. Ah, les rats. Tu peux pas te casser. Non, mais il faut le dire. Dégage. Madame confirme. Vous êtes dans la création, madame? Est-ce qu'on peut faire moins cher? Ah, vous êtes mort. Ah, c'est bon. C'est la machine à prendre. Non, mais c'est la vraie question. La vraie question, c'est ça. C'est est-ce qu'on peut faire ça moins cher? Donc, est-ce qu'on est prêt à violer des droits? Oui. Est-ce qu'on est prêt à... Alors, il y a des marques qui veulent absolument pas qu'on utilise de l'IA. Ils le disent. Ils le disent. Voilà. Et puis, je pense que ça va rentrer aussi dans des process RSE. En acronyme, toi. J'espère. Hein? RSE. C'est responsabilité sociétale et environnementale. Mais voilà. parce que certains de nos clients nous demandent d'être OK niveau RSE, c'est-à-dire de faire des... On a des chartes. Exactement, donc on des chartes, signer des... On les fait rédiger par une IA, d'ailleurs. Mais peut-être que demain, on va signer des choses où on s'engage à ne pas utiliser d'IA, et ce qui serait une très bonne chose, finalement. Mais est-ce que c'est possible? Alors, parce que ces documents, j'en rédige, surtout j'en lis. La plupart du temps, déjà, ça ne concerne pas du tout l'activité des clients, de manière assez surprenante. Ça fait appel à des lois du monde entier, ce qui est évidemment quasiment impossible. On doit s'engager dans le monde entier. C'est impossible, c'est incontrôlable. Là, bon, je pense qu'il y a un problème de responsabilité à la fin quand on fait signer des choses qui de toute façon, ne tiennent pas la route. Il y a deux problèmes. Il y a celui qui propose le document, évidemment, il y a celui qui est prêt à le signer. Mais bon, après, ça, c'est un autre sujet. Les gens, ils signent parce qu'ils ont besoin de travailler. Après, dans les outils, je trouve que c'est intéressant quand on prend l'IA. Revenir sur le sujet, toi. Tu tiens au sujet. On parlait de ça. Alors, les outils. Dans les outils, je pense qu'il y a un rôle à jouer. Parce que bien sûr. Tout ce qui est répétitif, un travail précis qui peut être délimité, expliqué ou compris par une machine, pourquoi le faire par un humain?
dans le sens où là on peut, c'est de l'assistance à la création ou une assistance technique qui est intéressante. Donc Adobe est assez forte, je crois, là-dedans. Ils ont pas mal d'outils qu'ils sont en train de mettre en place. Et dans ce cas-là, l'IA est plutôt bienvenue parce que c'est du travail humain rébarbatif qu'on n'a pas forcément besoin de faire. Mais du coup, est-ce qu'on peut dire que vous avez outsourcé le travail à IA? Et dans ce cas-là, maintenant, si on revient sur les attentes de vos clients et le business, est-ce que ça veut dire que dans ce cas-là, plutôt que comme la conception, je dirais, avant c'était d'outsourcer dans des pays à valeur, ou en tout cas à coût du travail moins cher, mais de toute façon, si vous outsourcez pour faire moins cher avec l'IA, est-ce que ça signifie qu'on peut rapatrier le travail pour répondre justement aux attentes des clients qui voudraient faire moins cher, mais tout aussi bien? L'idée. Alors, taxons les robots, comme dirait Xavier Auberson. Alors ça, c'est un vaste débat. Vous allez sur mon terrain, je serais ravi d'en parler. Je peux répondre un petit peu à ça sur une autre industrie dans laquelle on travaille, parce qu'aujourd'hui, 2/3 de notre activité, c'est l'horlogerie, et 1/3, c'est diverses industries, dont l'industrie cinématographique. Et c'est vrai que dans le cinéma, dans les effets spéciaux, on a besoin parfois de détourer des choses pour pouvoir intégrer, changer un décor, mettre des explosions, etc. Donc on fait du détourage de personnages, du détourage d'éléments. Et beaucoup de ce travail-là a toujours été envoyé en Inde. Donc c'est des Indiens qui détourent image par image des parties pour ensuite créer des masques et ensuite qu'on puisse intégrer. Moi j'ai des Chinois, c'est jamais. Alors, l'Inde est plus compétitive là-dessus, mais... Vous voulez faire moins cher, vous aussi, quoi, un peu, non? Enfin, c'est pas nous, c'est les clients. Ah oui, c'est pas nous. Vous êtes d'accord de payer plus cher pour la même chose? C'est vrai qu'aujourd'hui, l'IA reproduit très bien, et ça rejoint ce que tu disais là, sur un travail rébarbatif, etc. L'IA, aujourd'hui, remplace ce travail-là. Donc, il y a des usines de personnes en Inde qui détouraient des choses, qui sont remplacées par l'IA aujourd'hui, et ça, c'est actuel. Et maintenant, ils pédalent pour faire de l'électricité pour que les machines puissent faire le boulot. C'est une conversion. Hein. Mais donc, est-ce que c'est de la sous-traitance à de l'IA au lieu de la sous-traitance à de l'humain? Oui. Oui. En fait, finalement, oui. Bah, logiquement, ça va c'est un forcément... outil, mais après, c'est pareil. Quand l'industrialisation est arrivée, on a remplacé des machines, ont remplacé des humains. Donc, c'est la même chose. Donc, en fait, ça a commencé déjà il y a très longtemps. Oui. En fait, c'est un faux débat. Les gens qui regardent ce truc dans 100 ans, ils disent, mais les mecs, ils parlent de quoi, tu vois, merci de rentrer, parce que c'est moi qui voulais absolument rentrer dans la notion d'espace-temps. Vous l'avez introduit pour moi. Marty McFly. On est au bout du tunnel. Juste avant d'avoir les spécialistes, d'après vous, combien de temps ça va faire ou ça va arriver? Quoi donc? Que la machine va nous remplacer? Non, ou que... Il y a des gens qui soufflent. Non, ça. mais... Pardon. Non. Jamais? Ouais, j'y crois assez, jamais. Enfin, on sera mort avant, mais ok. Dans le cadre, justement, Fabrice, tu expliquais que tu crées des vidéos entièrement digitales et tu avais montré effectivement des images vraiment incroyables. Et on a parlé, tu as dit, voilà, moi je pense qu'on a 5 ans, on a 10 ans. Maintenant, ça dépend de quoi on parle, bien entendu. Aujourd'hui, on arrive à faire des vidéos qui sont très bluffantes. Il y a Sora, il y a Storyboard, il y en a pas mal de modèles IA qui génèrent des vidéos, même si Sora, on ne peut pas l'utiliser tout de suite. Mais c'est très très bluffant. Il y a encore des problèmes de personnes qui rentrent dans des murs, qui se dédoublent, etc. Mais c'est une question de temps. Et ça, dans 1 an, 2 ans, je pense qu'on n'a plus ces problèmes-là. Par contre, nous, pour notre métier à nous, où on est dans le produit, on est dans le pack-shot produit, on a besoin d'avoir une conformité au produit, on a besoin d'avoir un éclairage très maîtrisé. Comme je disais tout à l'heure, on a la question du random en fait, qui est généré par l'IA et qui rend les choses, qui rend de belles images, qui nous surprend. Nous, on a besoin d'avoir un contrôle. C'est toujours cette idée de contrôle. Et je me dis que pour qu'on ait vraiment une vraie conformité, par exemple, quand on fait un éclaté on revient à l'horlogerie, quand on fait un éclaté de montre, avoir toutes les pièces qui composent le calibre dans le bon ordre, au bon endroit, qu'on prenne pas que le rubis reste bien chassé dans la platine, etc. Ça, pour que l'IA puisse comprendre ça, intégrer ça, fasse les choses correctement, je pense qu'il y a quand même du temps et je pense qu'on a au moins 5 ans.
C'est court. Hein. La révolution industrielle. Voilà. Mais 5 ans avant que ça commence à faire quelque chose. Mais bon, voilà. Après, c'est difficile à dire. Hein. Après, au niveau créatif, c'est intéressant parce que c'est intéressant, puis ça, je ne sais pas à quel point ça va l'être, mais quand on réfléchit à un sujet, on a toujours les mêmes images qui reviennent. On va interroger l'IA, il va nous sortir un truc qui vient de nulle part parce que c'est un mélange de deux choses improbables. C'est assez intéressant. Après, je ne sais pas si on répète l'opération 58 fois, ce que ça donne, ce qu'on a un effet tunnel comme on a à un moment donné dans nos références, simplement. Ça peut être intéressant en termes. Pour moi, je le vois plus comme une source d'inspiration parce que ça amène des choses inattendues. Et ça peut être intéressant en termes de. C'est drôle d'aller chercher dans l'IA de l'IA. En créa, oui. Mais moi, je connais mieux en ChatGPT, exécution, mais c'est ouais. pareil. Ouais. ChatGPT, d'un coup, on a envie d'écrire un texte. Moi, j'ai un peu d'expérience sur le discours d'inauguration Time to Watches ou des choses comme ça. Ça donne des éléments qui permettent. Tu brainstorm avec. Oui, ça donne des éléments où on construit et puis finalement, ça donne quelque chose qui peut être intéressant. Mais la machine va apprendre aussi, pour le moment. Moi, je me suis amusé aussi comme je travaille évidemment beaucoup pour l'horlogerie, à interroger ChatGPT autour de l'horlogerie en lui demandant quelles sont les marques, quelles sont les marques innovantes, pour lui poser plein de questions comme ça. Ma conclusion par rapport aujourd'hui à mon niveau d'expérience du secteur, c'est qu'elle est faible. On parle à un ado un petit peu. C'est ça qui est intéressant. Mytho, en plus. En plus, un ado mytho. Mais qui ne le sait pas. Il ne le sait pas. Il ne sait pas qui ment. Alors, non, mais c'est intéressant. C'est toujours les mêmes choses qui reviennent. Ouais. Alors, on essaye de passer par derrière. Voilà, c'est le fameux effet tunnel. Non, il ne sait tunnel. pas de passer par derrière. Non, pas du tout. Non, arrête ça. Mais voilà, et là, il y a un peu la limite et un peu. Ma crainte, mais elle va être certainement dépassée par la technologie, c'est que j'ai l'impression que, en tout cas, aujourd'hui, il nous fait une moyenne. Voilà. C'est moyen. Voilà. Puis il va chercher les mêmes références. C'est ce qui risque de se passer aussi au niveau de l'image. C'est-à-dire qu'on arrive à des moyennes et de toute façon, il va s'auto-générer. Après, il va s'inspirer d'IA. Voilà, il va. Parce que l'inspiration de grosse tâche. Exactement. Ouais, et au final, un gros pixel. Marron. Ouais. Et là, ils feront appel à des êtres humains pour créer de nouveaux. Non, mais. On a encore un moment. Je me demande même. Alors, moi, j'ai joué à ce jeu-là pour créer les images des talks là, depuis l'année dernière. L'année dernière, j'avais des frustrations quand j'ai créé ces images en me disant mais il y a un truc qui va pas, j'aimerais bien modifier ce bout d'élément. Tout est bien, sauf cette personne qui a 7 doigts. C'est un peu bizarre. Et bon, on ne pouvait pas le faire. Cette année, sur Midjourney, on peut sélectionner une zone et puis ça va modifier la zone. Et la deuxième chose que je relève actuellement, on voit sur LinkedIn, sur les annonces de forums, on voit la même patte. C'est comme si l'IA avait elle-même son propre style. Ouais. Et c'est aussi intéressant de voir comment effectivement elle s'auto-nourrit et puis qu'elle finit par tourner en boucle sur elle-même. Mais le risque aussi pour moi, peut-être à vous dire en tant que créatif, c'est vous allez être aussi influencé par ces images. Et aussi ces images, et à un moment donné, on va même, je pense, être inspiré, puis peut-être même affaiblir, parce que si on est entouré que d'images IA, qu'est-ce qui nous arrive aussi ? Et ça va vite arriver. Hein. Moi, j'aurais une question justement créative. Désolée de couper, parce que pendant que tu parlais, j'ai vu une émission qui parlait justement... Pendant que je parlais, tu regardais une émission ? Non, parce que ça m'a fait penser à l'émission pendant que tu parlais. Ah. Et donc, du coup, je voulais poser justement les questions par rapport aux créatifs. Parce qu'avec les réseaux, on est tellement exposé à la beauté, en fait. Alors qu'avant, il n'y en avait pas. On voyait dans quelques magazines glacés, etc. Et donc, du coup, il y a une surdose. Ça a été vraiment démontré qu'on a une surdose. Tous les jours, on voit de la beauté qui, en plus, est retravaillée par tout ce qu'on peut imaginer, que ce soit effectivement online ou directement sur la personne. Qu'est-ce que je veux dire par beauté ? Oui. Il y a des standards, je dirais, comme des standards que vos clients attendent aussi pour vos œuvres. Et donc, du coup, vous, dans votre création, parce qu'on parlait des exigences des clients, il y a ce qu'eux, ils attendent en termes de conformité, etc. Est-ce qu'il y a aussi, du coup, avec l'IA, une augmentation, du coup, des attentes de la part du créatif et par rapport à l'image ? Parce que si on dit que ça va rester moyen, est-ce que ça va rester moyen ? C'est pire encore, moi, je pense. Dans le sens où j'ai vraiment l'impression que plus on est digital, et puis moins on a un discours particulier. C'est étonnant parce qu'en fait, quand on a plusieurs...
quand on peut parler à plusieurs endroits, on pourrait avoir un discours plus divers, c'est-à-dire avoir certaines typologies de discours sur sur certaines plateformes, et puis d'être un peu plus, disons, d'avoir un discours plus brandé dans d'autres plateformes. Mais c'est pas vraiment le cas. En fait, il y a une telle demande de production qu'on nivelle le discours et qu'on a le même discours partout. Et moi, c'est ce qui m'étonne plutôt, c'est parce qu'il y a un mégaphone. Alors, on raconte la même histoire. J'aurais attendu plutôt des marques qu'elles varient en fonction des particularités de la plateforme sur laquelle elles sont. Et en fait, c'est pas ça. Il y a une telle demande de production parce que, comme on peut parler beaucoup plus en digital qu'on le faisait avant en print, il y a une surproduction d'images et donc on arrive à quelque chose qui est qualitativement moins élevé ou en tout cas qui est moins edgé que ça l'était avant. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois en tout cas dans mon industrie. On produit beaucoup plus de contenu normatif et moins de contenu exceptionnel. Donc, moyennisation, standardisation. Je trouve, oui. C'est ce que je vois en tout cas en ces 10 dernières années, c'est clair. Il y a moins de demandes particulières, il y a plus de volume. Il y a beaucoup plus de volume et beaucoup moins de choses exceptionnelles. C'est lié aussi à comment on consomme les réseaux sociaux. C'est ce que je disais, oui, non, mais c'était la question. On parlait des réseaux sociaux, bien et sûr, moi c'est ce que je vois. Et c'est marrant parce que je me disais, c'est pas parce qu'il y a un mégaphone que tu dois parler tout le temps en fait. Et c'était un peu ça avant, on payait un espace publicitaire très cher, donc on mettait un truc exceptionnel. Et on était très très conscient de ça et on faisait attention à ce qu'on disait. Maintenant, on veut occuper l'espace à tout prix et donc on fait une qualité moins élevée, on est moins attentif, mais par contre on n'arrête pas de parler. Et je ne sais pas si c'est dans l'intérêt d'une marque de faire ça. Heureusement, il y a quelques marques qui le comprennent, mais ce n'est pas vraiment la norme. J'en discutais avec une marque justement hier et ils me disaient qu'ils sentaient que quand ils arrêtaient de communiquer, ça se ressentait sur les ventes. C'est-à-dire qu'ils sont obligés aujourd'hui de communiquer tout le temps pour prendre la place. S'ils ne prennent pas cette place-là, d'autres la prennent et ça se ressent au niveau des ventes. Oui, mais je ne pense pas qu'on peut baisser la qualité de son discours sous prétexte qu'on doit parler plus. Après, c'est une question, on revient en boucle. Si tu dois communiquer tout le temps, ton budget, tu dois le répartir sur beaucoup plus de contenu et donc moins cher, et donc l'IA, et donc voilà. Eh ben, ciao. J'y vais, moi, j'ai attendu. On a la chance d'avoir une marque là avec nous. Nicolas, pardon, je te prends en pleine conversation. Non, il était sur autre chose. Ça te dit de venir nous voir ? Allez, viens, s'il te plaît. En plus, il est beau bleu. Enfin, il est beau, non, mais c'est vrai, c'est un beau bleu. Oui, mais un petit peu, mais c'est comme ça que c'est bon. Alors toi, tu es une marque. Alors, on a la chance, c'est là, tu viens, tu t'intéresses au sujet, tu es une marque. Tu as entendu cette histoire de mégaphone, là où on parle tout le temps, je t'ai vu réagir. Comment toi, en tant que marque indépendante, toute récente, tu te présentes vite fait, et explique-nous comment toi tu vois cet outil, comment tu l'utilises. Eh bien, bonjour. La voix de celui qui vient de se réveiller. Donc, Nicolas, je suis designer et le fondateur de la maison Beau Bleu, qui fait entre autres des montres avec des aiguilles rondes, qui est un peu justement la signature de la maison. Et d'ailleurs, justement, c'est une introduction par rapport à la manière dont moi je me suis confronté à l'IA. C'est-à-dire que malgré tout, c'est un assemblage d'une sorte de culture générale, mais qui reste que générale et qui reste aussi que elle est assez caricaturale. Et donc en fait, même si on est le roi du prompt, malgré tout, moi je me suis dit ça va de soi que des aiguilles de montre soient droites. Et donc je dis fais-moi une montre avec des aiguilles rondes. Impossible. Il veut pas du tout. Et alors c'est plutôt bien. Il veut pas parce qu'il l'a pas vu. Mais bientôt il va te copier, tu vas voir. Et il y a un créateur qui va faire des aiguilles rondes. C'est ça l'avantage. Ouais. Non, mais c'est vrai que finalement, ça reste un outil pour... Voilà, soit on a un peu la flemme parce qu'il faut détourer ou autre chose, mais ça reste soit la petite pièce de départ ou la petite pièce d'arrivée. Mais le cœur, je pense, de l'identité, la saveur, en tout cas la singularité, elle va se faire uniquement par celui qui crée. C'est-à-dire, soit il maîtrise l'outil, mais uniquement vraiment soit des liens entre les briques, mais ça ne peut pas de toute manière être le bâtiment. Mais c'est un bon point, parce qu'en fait, la réalité, c'est que l'IA va pomper à droite, à gauche des informations sans les mettre ensemble avec une logique. Il n'y a pas une logique de construction, alors que l'être humain, quand il conçoit, il connaît le client, il connaît le modèle, il a un but, il a une idée, il analyse, il fait des
des choix par rapport à des paramètres qu'ils maîtrisent. Et techniquement, quand les gens viennent vers des gens comme nous, c'est parce qu'on connaît l'horlogerie, c'est parce qu'on connaît la technique, c'est parce qu'on connaît la montre, c'est parce qu'on sait comment ça réagit et qu'on sait où est-ce qu'on peut amener une image d'un produit dans un environnement. Et on le fait avec une certaine volonté. C'est-à-dire c'est une question de vision. Ouais. L'IA n'a pas de vision, c'est une moyenne, il prend des éléments et il les met ensemble. Donc clairement, on n'aura pas de direction. On aura des choses inattendues, des choses drôles, mais on n'aura pas une intention. Ouais, et en fait, nous, on est payé, à mon avis, en tant que créatif, on est payé pour amener notre intention et amener le client vers quelque chose en faisant ça. Ça me semble primordial dans la création. Ouais. C'est l'idée que tu te fais de quelque chose et le fait que tu amènes les gens vers ça. Non, mais c'est vrai. En fait, je pense qu'il y a une fable de se dire... la machine toute puissante en disant on a réussi à créer un monstre qui nous dépasse et il pense mieux que nous et il crée des images plus rapidement que nous, etc. Mais ça reste une fable dans le sens où si on veut une belle photo sur des tons ocre en disant mais il y a une petite inspiration avec je sais pas Wes Anderson ou un truc comme ça, en fait il faut que la personne connaisse le milieu du film, du cinéma, qui connaisse ce réalisateur, qui sache qu'il y a une patte, qu'il y a quelque chose. Donc en fait, de toute manière, on est obligé d'avoir une base assez importante. Et donc, c'est un peu comme c'est comme l'impression 3D. À la fois, c'est un bon outil. On peut l'utiliser, ou il faut du moins. Enfin, dans l'horlogerie, c'est intéressant. Mais à un moment, quand c'est sorti, tout le monde disait oui. Alors en fait. Il disait, on sait souvent prendre la ménagère, mais la ménagère va faire sa petite tasse, ça va être la mort de la Fnac, boulanger, machin, tout ça. Et en fait, personne n'y fait de porte-clés, ni fait de tasse, et pourtant on a toujours la 3D. Donc. Oui, mais il y a un vrai changement, parce que là j'entends que tu compares l'IA à l'impression 3D. Tout à l'heure tu parlais de Word, mais en fait ni Word ni l'impression 3D sont génératifs. Or, l'IA c'est génératif, et c'est là qu'il y a un changement. C'est que ça génère quelque chose qui n'existait pas avant, et ça va chercher dans des sources. Donc c'est en ça qu'il y a un fantasme, et c'est légitime, c'est une vraie création quelque part. Est-ce que c'est une création dans le sens volontaire, ou est-ce que c'est une création parce que tu jettes par terre un certain nombre de trucs et que ça se mélange? C'est un peu ça, c'est quel genre de création en fait mais c'est une création quand même, c'est génératif. C'est pas le cas ni de Word, ni de l'impression 3D. Ouais, mais par exemple, je pose la question sur le rendu 3D. Déjà, moi, de ce que je comprends en tant que designer qui venait de l'automobile, c'est que de toute manière, il y a un premier rendu de 3D, et derrière, on va, moi c'est mon vocabulaire, mais entre guillemets, on va un peu égratigner l'image pour la rendre plus humaine. Et là, c'est vrai que là, nous, on a fait des tests en IA là-dessus, justement parce que c'est vrai que ce qu'on reproche souvent à la 3D, c'est d'être froide. Donc c'est d'être parfaite, d'être lisse, etc. Et de rajouter une couche d'IA dessus en disant crade-la moi, ça peut venir rajouter des petits détails, des petites choses, des petites poussières, des petits trucs, parce qu'elle est nourrie avec d'autres photos où il y a ces petits défauts-là, etc. Et donc on peut approcher une image très synthétique vers une image plus réaliste. Oui, mais c'est là que les clients te disent non, ça ne doit pas être comme ça. Évidemment. Non, notre produit, il est parfait. Après, c'est le curseur qui... c'est ça. Quand tu leur amènes la vérité, ils font... Il n'est pas comme ça, mon produit. Mais moi, j'ai une question, c'est que... Mais ça revient plutôt à la propriété intellectuelle, c'est que on fait une image de base, donc on est le créateur de 90% de l'image, et un exemple tout bête, vraiment... on complète un bracelet qu'on a coupé trop court sur la photo, donc ça peut être finalement qu'un détail, mais juste on le rallonge. Qui a généré? C'est-à-dire que oui, on a écrit le prompt et tout, etc., mais il y a le watermark, mais donc du coup, à qui possède l'image? Est-ce que du coup c'est une image partagée en disant, en fait, j'essaie de prendre une image hyper connue, je sais pas, la photo de Mohamed Ali, qui tend son poing, on complète parce qu'en fait, ça aurait été bien de voir son short, mais en fait, il n'existe pas, donc on le rajoute à l'IA. Oui. C'est quoi, 50-50? C'est Eh bien, c'est ça va, je te remercie. Non, alors, je reviens un petit peu sur ce qu'il disait tout à l'heure. Les droits ont une durée aussi. Alors, je sais pas de quand date la photo. Non, c'est pas ça. La photo, mais pas pour. Ouais, non, mais par exemple, pour dire aussi, s'il y a cette problématique-là, peu importe la photo, c'est de se dire cette photo
Alors déjà, est-ce qu'elle est originale? Est-ce qu'elle est digne de protection? Parce que toutes les photos, toutes les images ne sont pas dignes de protection sous l'angle du droit d'auteur. En plus, après, ça dépend des pays, etc. Ensuite, premier point. Deuxième point, ok, elle avait... imaginons qu'il y a du droit d'auteur sur cette photo. Est-ce qu'il est épuisé, ce droit? Parce que ce droit, à un moment, il meurt. C'est le principe de la propriété intellectuelle. C'est, à un moment donné, on a inventé la propriété intellectuelle en disant les gens créent, c'est formidable. On va les récompenser, on va leur donner un monopole pendant un certain temps. Et puis, quand ce temps est passé, ça tombe dans le domaine public pour qu'on puisse continuer à créer. Parce que si, malheureusement, on avait donné des monopoles éternels, eh bien, ça serait bloqué, quoi. Enfin, voilà, il ne se passerait plus rien, quoi. Donc voilà, d'un coup, il y a cette photo. Est-ce que cette photo, il y a encore des droits? Est-ce qu'il n'y a pas des droits? Voilà, c'est tout le sujet. S'il n'y en a plus, ben voilà, il y a une nouvelle œuvre. Voilà. Voilà. Et après, il y a le sujet où on pourrait imaginer il y a encore des droits existants. On pourrait essayer d'aller obtenir ces droits. D'ailleurs, c'est souvent ce qui se passe déjà. On contacte les ayants droit ou quand ils sont vivants, ben bon, c'est les ayants droit aussi. On les contacte et puis on dit, ben voilà, nous on aimerait faire cette photo-là, comme ça, rajouter ça. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Ben là, on a créé une œuvre dérivée et puis au fond, il y a tout d'un coup, il y a deux auteurs sur ce résultat. Mais Midjourney, par exemple, je l'ai utilisé qu'une fois pour dessiner la maison de mes rêves, mais à part ça. Qui est le propriétaire de toute manière? Parce qu'il y a une histoire de watermark qui est du coup de dire bah ok, c'est pas. En tout cas, il y a une démarche, il y a un outil et du coup, c'est comme ça que c'est fait. Mais du coup, pour Midjourney, admettons, j'écris le prompt improbable en disant faites des aiguilles rondes sur une montre et qui me le sort, vraiment. Du coup... Aujourd'hui, juridiquement, mais évidemment, ça balbutie. Juridiquement, il y a des décisions aux États-Unis qui sont venues dire l'image générée par l'IA appartient à personne. Elle est dans le domaine public, en fait. Donc, oui, mais du coup, ça veut dire qu'on la donne au domaine public. C'est souvent ce que font... Entre le moment, elle est générée par le domaine public. Elle t'a jamais appartenu, tu peux pas la donner. Ouais. Mais c'est un peu le chat de Schrödinger, c'est un peu... Et la question, c'est quand tu demandes à un dessinateur, excuse-moi, merci. Quand tu dis à quelqu'un, j'aimerais que tu me dessines ça, comme ça, comme ça, et comme ça, que tu donnes le prompt, tu parles de prompt, ok? Ouais. Tu vas vers un architecte, tu dis, voilà, j'aimerais que ma maison soit comme ça, et tu donnes des informations précises sur ce que tu veux. Est-ce qu'il est créateur? Est-ce que tu es créateur? Est-ce que vous êtes co-créateur? Quand tu as un employé dans une structure, tu as 10 employés, tu as 10 architectes, et que tu dis à des architectes, dessine-moi ça, comme ça, et puis tu leur donnes des informations, qui est le créateur? En tout cas, dans le film, là, il y a une réponse. Voilà, tu réponds. En tout cas, dans le film, je peux répondre. C'est le réalisateur d'un film qui a les droits de réalisation. Voilà. Parce que c'est lui qui dirige l'équipe. Il les a, mais exactement. Ça dépend du contrat et de la relation. Mais évidemment. Si moi je suis producteur, je viens, je te paye réalisateur pour ce film, les droits. Après, il y a des droits dérivés. Après, ça devient complexe. Mais disons que sur un projet de design, d'horlogerie, de montre, toutes les marques le font. Elles vont voir, ou presque, elles vont voir un designer. Ou elles sont les mêmes designers. Enfin, on va dire qu'ils vont voir ce tiers designer. Fais-moi une montre, dessine-moi un mouton. Il fait le mouton et le designer, il cède les droits à la marque. Oui, mais il y a un accord de toute manière tacite. C'est-à-dire que c'est pas tacite, il faut que ce soit écrit. Alors ça, c'est très sérieux. Non, évidemment, mais il faut le formaliser. De toute manière, c'est une démarche des deux. Un qui demande et un qui reçoit. Mais il y a une démarche dynamique dans les deux. C'est pas juste gratuitement, j'écris quelque chose et l'outil me crée alors que là, en fait, comme ça tombe dans le domaine public, il se présente aussi comme un acteur en disant mais si tu me dis quelque chose, ce que je vais te répondre va rentrer dans le domaine public. Alors que quand je vais voir, admettons, un partenaire, je dis ce que je vais te dire est dans l'idée d'une relation confidentielle, dans une relation commerciale. Donc, la question c'est pas le domaine public, c'est déjà dans notre cercle de deux personnes. Et qu'est-ce qui va arriver? On va avoir de l'IA privée où tes données sont à toi. Tu as de l'IA qui traite tes données que pour toi. Et du coup, tu as un effet tunnel mort comme ça. Parce que alors, comment tu vas alimenter un modèle comme ça? Ce qui est déjà le cas avec Stable Diffusion, par exemple. Il va prendre ailleurs. Stable Diffusion, tu peux l'utiliser en le nourrissant exclusivement de tes data. C'est-à-dire que tu peux prendre ta montre et le nourrir de plein d'images de ta montre. Après, lui demander de te générer des images de ta montre
dans différentes situations. Donc là, tout va bien. Okay. Donc là, dans ce cas-là, il y a beaucoup plus de maîtrise quelque part. Maintenant, est-ce qu'au niveau conformité, on est juste ou pas? Ça, c'est après l'IA c'est la technique de l'IA qui... C'est un work in progress. Exactement. Ce que je disais sur les outputs domaine public, c'est challengé. Je crois qu'il y a des cas où maintenant on est en train de reconnaître certains droits. Donc c'est un peu... Ce qui est surprenant, enfin de mon expérience, évidemment, je suis de cette fameuse génération qui a eu la chance ou pas, je ne sais pas, ça va voir, de ne pas connaître Internet. À un moment donné, il n'y avait pas Internet. Oui, c'est vrai, ça n'existait pas. Ça existait. Et tout d'un coup, il y a eu Internet. Et moi qui étais juriste déjà, enfin, j'avais commencé à être juriste avant qu'il y ait Internet. Enfin, j'avais commencé les études de droit. Mais il y avait le droit, d'accord. Tout d'un coup, il y a eu Internet et il y a des gens qui se sont réveillés en disant il n'y a plus de droit, c'est fini, on ne sait pas où c'est. C'est comme si on arrive sur Pluton. D'un coup, il n'y a plus de droit, on ne sait pas pourquoi. Et des gens avaient décidé que le droit, par extraordinaire, ne serait pas adapté à Internet. Et ça a créé des perturbations plutôt que de dire non, il est très bien le droit, on va appliquer ce qu'on a. On a créé des lois, enfin dans plein de pays, on s'est mis à créer des lois autour d'Internet, etc. Et maintenant, on revient un petit peu en arrière en disant en fait, la base juridique de base, ça marche bien, quoi. On s'est juste laissé perturber. Et puis là, c'est un peu pareil, on est un peu là, on dit qu'est-ce qui va nous arriver? Tu parlais de la machine, on a créé ce robot extraordinaire, etc. Donc en fait, on va se percevoir que en fait, c'est un outil, et voilà. Quand tu parles de perturbation, souvent c'est un problème économique, c'est-à-dire qu'il y a un moment où il y a du droit, et il convient pas parce qu'économiquement on a envie de faire autrement, parce que ça nous arrange. Ouais. Et puis il y a un moment où il doit y avoir une réaction à ça parce que tu peux pas. La protection des données, par exemple. Quand tout d'un coup on a eu cette, je suis vite fait un premier. Quand tout d'un coup on a eu cette législation sur la protection des données, les gens disaient mais qu'est-ce qui se passe? C'est compliqué, puis on comprend rien, mais pourquoi, etc. Voilà. Après, moi j'étais le premier à dire quelle législation compliquée, qu'est-ce qui va se passer, il faut encadrer, etc. Puis après je suis allé chez les clients. Je suis allé chez les clients et je dis comment ça se passe chez vous? Et puis en fait ils avaient des ordinateurs pleins à ras-bord de données qui pêchaient sur Facebook et compagnie, le nom du chien, l'anniversaire de la grand-mère, etc. Et à un moment donné, mais vous faites quoi avec tout ça? On ne sait pas. Enfin, nous on a récupéré. Enfin, ça tombe tout seul en fait. Donc c'est là où à un moment donné on se dit en fait c'est peut-être pas si mal à un moment donné d'apporter un certain cadre, mais voilà, il faudrait plutôt attendre et puis à un moment donné évoluer. Je crois que la législation suisse par rapport à une législation peut-être européenne est peut-être plus conservatrice dans ce sens-là, un peu plus attentiste, mais à mon sens meilleure parce qu'elle va venir répondre après à des choses beaucoup plus justes que sur des législations totales qu'on va créer un peu en réaction et qui à la fin risquent de ne pas forcément être adaptées. C'est exactement ça. Il n'y a pas un droit, parce que tu dis le droit avec le. Moi, je viens d'un domaine d'un autre droit et je trouve assez intéressant parce que j'entends que pour la propriété intellectuelle, vous voulez pas que ça tombe dans l'espace, entre parenthèses, où ça n'appartienne à personne, d'accord? Parce que du coup, il y a un aspect économique là derrière. Dans le domaine où je viens, qui est la fiscalité en l'occurrence, on veut que ça vienne que ça aille dans l'espace, parce que du coup, on ne sait pas qui taxer, et donc du coup, on ne taxe pas. Donc, on parle de propriété intellectuelle, on parle de protection des données, on parle d'un des aspects de droit. Donc, on s'aperçoit que c'est très complexe, AI, droit de l'image, droit, mais de quel droit on parle déjà du pays? On a parlé un peu des États-Unis, on parle de l'approche suisse, et il y a toujours un Swiss finish. Et après, de quel domaine maintenant du droit on parle? Et ça a toujours un aspect économique là derrière, parce qu'à la fin de la journée, c'est le travail qu'on fournit en tant que créateur ou en tant que juriste. Ouais, non, mais moi je voulais juste dire, c'est que de toute manière, on parle d'outils, mais ça peut être que forcément une base pour nous aider, dans le sens où, je dis les aiguilles pour ma paroisse, mais je veux dire, si, je sais pas, OpenAI, 1000journées existait il y a 20 ans, et on lui demandait dessine-moi un téléphone qui n'a pas de touche, sur lequel on peut assembler des cubes sur une application et qu'on peut se voir dedans, c'est impossible. Donc de toute manière, l'originalité, à la fois ça fait peur parce qu'on se dit, entre guillemets, le non professionnel peut toujours écrire je veux un bel homme, une belle femme sur une plage de sable blanc
etc. Mais de toute manière, si la question est de l'originalité et de se démarquer, les créateurs sont plutôt à l'abri. Parce que de toute manière, c'est basé sur quelque chose d'assez basique, en tout cas caricatural. Donc si on reste sur l'image d'Épinal, je pense que c'est problématique pour certains magazines où avant ils dépêchaient un photographe je ne sais où pour faire des photos d'ambiance, c'est etc. fini, ça t'inquiète, c'est bon. Et ça, c'est il y a très longtemps. J'ai cru T'as pas ouvert comprendre. un magazine depuis longtemps. Mais du coup, voilà, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de ça. La vraie question, c'est à quel moment quelqu'un va lever la main en disant « Moi, je m'oppose à ce qui est en train de se passer parce que moi, je me suis fait voler. Ouais. » Mais voler sur une image d'Épinal... C'est le cas aux États-Unis. Hein. On en parlait un petit peu tout à l'heure avec les auteurs qui se sont à Hollywood qui se sont dressés contre ça, et les grèves qu'il y a eu pendant très longtemps, c'était très lié à ça. Donc ils ont eu gain de cause pour l'instant. Mais ouais. Ce que je vous propose, c'est effectivement donner quel est ce que vous pensez être le point le plus important qui va arriver par rapport à votre métier, par rapport à AI, par rapport à l'image. Et je serais très intéressée d'avoir vos différents points de vue comme mot de conclusion. Je trouve que ce qui serait intéressant c'est que les clients prennent l'AI pour se poser la question de savoir quelles créations ils attendent de photographes, d'artistes, quelles sont les valeurs ajoutées qu'on peut amener dans l'industrie en tant que créateur, en tant que créatif, au niveau qualitatif de ce qu'on amène. C'est des vraies questions. Et qu'est-ce qu'ils doivent attendre de l'AI pour ça? Qu'est-ce qu'ils attendent de nous par rapport à l'AI et pourquoi aller chercher de l'AI alors qu'on a une certaine capacité à amener de l'originalité, de la qualité, le suivi. Enfin, la vraie question pour moi, c'est qu'est-ce qu'ils attendent de nous et qu'est-ce qu'ils attendent de l'AI et pourquoi faire intervenir de l'AI à quel moment. Je pense qu'on devrait se poser des vraies questions sur la création de l'image tout court. C'est comment on l'utilise, comment on communique et où est-ce qu'on va avec ça. Je pense que c'est pas l'AI le problème, c'est plutôt cette volonté de faire plus pour moins tout le temps. C'est très destructeur de valeur et ça me semble plutôt la bonne question que l'AI en tant qu'outil, finalement, on l'utilise à travers Photoshop depuis un moment sans même s'en rendre compte et ça dérange personne. Pourquoi en faire un outil de création? Quel est le but et où est-ce que ça nous mène à plus long terme? C'est surtout ça. Non, c'est ça. Il y a une méconnaissance aussi de beaucoup de gens. Là, je vois beaucoup de posts sur LinkedIn qui mettent des vidéos 3D en disant voilà la nouvelle vidéo AI. Et donc forcément ça crée un petit peu la confusion et on a des clients qui nous demandent de l'AI sans vraiment savoir ce que c'est, mais juste parce que ils se disent que c'est plus facile. Donc on arrive à faire des choses plus facilement avec. Et donc, j'en reviens toujours à la même chose, hein, ça va être moins cher. C'est triste, mais c'est tellement le centre des interrogations qu'on se demande si c'est pas ça la vraie question qu'il devrait poser à l'AI, c'est quelle est notre relation à nos fournisseurs et à nos sous-traitants, co-traitants, excuse-moi, et où est-ce que ça nous mène de nous comporter comme ça et quelle relation on devrait établir pour amener notre marque quelque part en termes pour avoir un impact visuel, pour avoir une identité visuelle. C'est plutôt ça la question. À force de demander l'avis à 80 personnes dans une salle, finalement, l'AI, c'est eux, quelque part. C'est de demander à 10 personnes leur point de vue sur un truc. Ils se retrouvent avec une moyenne de moyenne et ils ont un truc qui ressemble qui n'a pas une identité forte. Et c'est peut-être que l'AI, ça fait longtemps qu'ils l'ont intégré sans s'en rendre compte. Moi, j'ai Christian ? Écoute, moi pour ma profession c'est un petit peu différent. Je vois effectivement beaucoup d'argent, beaucoup de business. Non, il y a des vraies questions. Moi j'essaie d'être expert dans mon domaine et je vois que là il y a aussi une profession dans ma profession. Ce ne sera pas moi, mais parce que c'est un sujet à part entière dont il faut se saisir. Il y a des excellents avocats qui sont tout de suite mis sur le sujet. Et voilà, ça crée de la spécialisation, ça crée des questions, puis ça va amener des réponses surtout. Donc on va y réfléchir, on va y travailler. Ça va être fascinant. Il faut dire que pour nous, c'est R&D en permanence. Donc c'est vraiment chouette. Voilà, c'est plutôt une bonne chose pour nous du coup. L'AI peut travailler pour deux clients.
Oui, ça c'est une très bonne question. Est-ce que l'IA peut être en conflit d'intérêt avec elle-même? Alors là, on ferait exploser le truc, je crois. Ouais, ça, c'est vrai, on fait péter la machine. Bon, ouais, on verra. Nicolas? Alors, je suis un peu, très critique de l'IA, mais pas fort. Alors, du coup, moi, j'y crois pas du tout pour la création, dans le sens où je pense que ça aura aucun intérêt, je veux dire. Hormis quelque chose de très factuel comme mets-moi un bracelet de face en croco, change-moi la brillance ou etc. Mais voilà, c'est pas ça qui va nous différencier. La retouche. Ouais, de la retouche, voilà. Moi, par contre, comme tu disais, c'est pas la taille du microphone ou je sais plus quoi, du mégaphone. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on va minimiser la qualité, je parle même pas d'originalité, juste la qualité, en disant, on va être très factuel, une story c'est 24 heures, voire moins, donc un certain nombre de posts, l'algorithme change en fonction des trimestres et de la bonne volonté de certaines plateformes, donc on va dire, en fait, pour faire du SEO, pour faire être bien vu par Instagram, en fait, ça va être 4 posts par jour. Ou TikTok, par exemple, dit mais il faut être sur TikTok, etc. Mais en fait, quand on commence à s'y mettre, on s'y rapproche, en fait, on réalise que c'est hyper chronophage, parce que en fait, c'est de la vidéo. Je veux dire, qu'on danse ou pas, fait est qu'il faut cutter, il faut avoir le bon angle, il faut avoir la bonne lumière, il y a tout ça. Et donc, en fait, on dit, on va se focaliser uniquement sur le fait le point JPEG, le point MOV, dans le sens de, c'est ça qu'on va balancer sur les réseaux, donc la qualité et c'est surtout la quantité qu'on va miser. Donc l'AI va dire on arrête la qualité, même le propos, et on se dit on rentre juste dans les tuyaux de l'équation et du coup on arrose et c'est là où à ce moment-là je pense qu'il y aura. Puis il y a une uniformisation. On dit la 3D, on peut la critiquer parce que parfois elle est trop sharp, elle est trop clean, etc. Mais dans ce cas-là, est-ce que je peux résumer, quand j'écoute effectivement vos inputs, c'est que l'AI, c'est effectivement un outil qui peut apporter le risque de la standardisation, de la moyennisation, et qu'on constate qu'effectivement le travail de création, d'originalité, de qualité ne devrait plus être un combat, mais c'est un combat, mais qu'elle a toujours sa valeur, et que c'est ce que vous apportez, quel que soit le domaine dans lequel on travaille d'ailleurs. Ah, bien sûr. Ouais, tout à fait. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Et une très bonne journée. Merci. Prochain talk avec la famille Prescuso, Florian. On se retrouve tout à l'heure à 14h. Et puis, ça va être aussi une belle histoire de vrais humains. Voilà. À tout de suite.